Bienvenue dans AgriStories, des récits inspirants pour celles et ceux qui rêvent d'entreprendre la terre. Un podcast à l'initiative de la Fondation Mastercard. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AgriStories que nous tournons cette fois-ci à Abidjan en Côte d'Ivoire. AgriStories est une série d'émissions dans laquelle nous recevons les entrepreneurs qui sont dans le secteur de l'agriculture parce que nous voulons apprendre de leur histoire, de leurs défis, de leurs succès et de tous les conseils qu'ils peuvent partager avec nous. Donc nous sommes convaincus que le secteur de l'agriculture regorge de nombreuses opportunités d'emploi pour les jeunes dans la sous-région. Agriculture avec un grand A naturellement, puisque nous parlons à la fois de la production, de la transformation, mais aussi de la distribution. Et donc nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui, Anne-Mireille Tolou, fondatrice de la société Dissoa Cajou, qui exerce aujourd'hui dans la transformation du cajou. C'est dérivé de la noix de cajou. Merci beaucoup d'être là. Ton histoire est très passionnante pour ce que nous en savons et aujourd'hui, avec ta permission, nous allons en apprendre un peu plus et pourquoi pas tirer des enseignements de ton histoire. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, Anne-Mireille ? D'accord. Alors, je suis Anne-Mireille Tolou, entrepreneur dans l'agro-transformation, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la transformation de la noix de cajou en produits dérivés. Alors, je suis diplômée d'un master en administration des affaires, option ressources humaines et marketing. Et ce diplôme-là, je l'ai obtenu en Inde. Après 2 ans de formation, je travaille avec Microsoft et je décide de rentrer dans mon pays pour me lancer dans le monde professionnel, si on peut le dire ainsi. Et c'est là que tout commence. Donc, j'intègre la société de production de ma mère, qui est la Copsia Coprodigo, spécialisée dans la production et le décortiquage de la noix de cajou. Et il faut dire que depuis même mon expérience en Inde, j'ai pu voir un peu l'affluence, l'intérêt des Indiens face à ce produit-là en Côte d'Ivoire. Et ils nous approchaient, ils nous demandaient, parce que l'Inde est le premier consommateur mondial de la noix de cajou. Donc, ils nous demandaient est-ce que vous avez des fournisseurs. Et moi, sachant que ma mère travaille dans le domaine, j'essayais déjà de faire une sorte d'entremise intermédiaire pour lui trouver des clients et tout. Donc, je me dis, ce domaine est très fructueux. Pourquoi ne pas m'y lancer vu que ma mère il y a déjà un background qui est déjà posé. Donc, c'est ainsi que je rentre. Je travaille avec elle au poste de directrice commerciale et marketing pour trouver des clients, essayer de vendre des produits localement et sur le marché international. Très intéressant de voir comment justement tu quittes l'Inde pour venir te lancer dans cette expérience, mais tu nous as parlé du fait que tu as travaillé dans la coopérative de ta mère. Pourrais-tu nous dire un peu comment cette coopérative-là t'a permis d'acquérir quelques compétences qui te permettent d'être aujourd'hui efficace dans ton métier actuel ? D'accord. Il faut dire que la noix de cajou, c'est un produit très complexe. Donc, le fait de travailler déjà dans cette coopérative-là m'a permis de connaître le produit, de connaître les bienfaits du produit, la cible du produit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce produit et pourquoi il serait intéressant, par exemple, d'apporter une valeur ajoutée. Donc, c'est ce poste-là qui m'a poussé à faire plus de recherches, à communiquer avec ces clients-là qui sont intéressés par les produits, leur demander ce qu'ils en font et me permettre aujourd'hui de pouvoir bien me positionner et de pouvoir faire face au marché local et international. Intéressant. Donc 2022, création de Dissoa Cajou. Exactement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce nom, Dissoa Cajou ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour la petite histoire, Dissoa, c'est en gourou, ma langue maternelle, qui veut dire si tu peux. Et d'où ça vient, comme je disais, avant, j'étais d'abord directrice commerciale de la coopérative Coprodigo. Et Coprodigo, c'est une coopérative de production dénommée Dissoa, des femmes de Goïtafla. Donc, Dissoa pour dire que dans cette région-là, avant, les femmes n'avaient pas la possibilité d'être propriétaires terriens, n'avaient pas la possibilité d'entreprendre, de gérer des projets. C'était tout le temps des hommes qui étaient à la base, c'était eux les propriétaires terriens, c'était eux qui entreprenaient des entreprises, ils mettaient en place des sociétés et les femmes accompagnaient ou géraient juste le foyer. Donc, quand elles décident de se mettre ensemble pour apporter de la valeur à leur production, pour pouvoir mieux vendre, elles décident de se mettre en coopérative. Les hommes, ils sont un peu perplexes en mode qu'est-ce que vous pouvez faire, vous les femmes? Donc, elles se sont mises ensemble, elles se sont dit,
si tu es femme, tu penses que tu peux, rejoins-nous. Donc, dis-toi, c'est si tu peux, viens en coopérative. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce nom-là, vu que c'est la source même de l'inspiration, la source de tout. Pourquoi pas prendre ce nom et ajouter Cajou parce que c'est la spécificité. Et c'est de là qu'est né d'Histoire Cajou. La capacité des femmes. Et justement, tu es une femme, tu entreprends, aujourd'hui tu es dans le secteur de la transformation. Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis spécifiques auxquels tu fais face, déjà en tant qu'entrepreneur, et des défis particuliers en tant que jeune femme entrepreneur? D'accord. De façon générale, en tant qu'entrepreneur, les plus gros défis auxquels nous faisons face, il y a tout d'abord le défi de la formation. Parce qu'avant de te lancer dans un projet, il faut te former, t'informer. Et c'est pas souvent donné, on n'a pas souvent les repères. Donc c'est aussi un défi. Après, il y a le défi du financement. Parce que bien évidemment, on a besoin de l'argent pour commencer, avoir des équipements, former son équipe de travail. Donc, tout ça joue. Et aussi le défi de l'accès au marché. Parce que tu as une idée, tu penses répondre à un besoin, mais comment vraiment pénétrer le marché et faire face aussi à la concurrence s'il en existe. Donc, ce sont les plus gros défis du côté entrepreneurial. Et du côté genre, il y a beaucoup de stéréotypes. On se dit que les femmes n'ont pas la capacité de faire certaines choses. Donc, on peut proposer un projet et ne pas être prise au sérieux, entre griffes, pour dire que elle ne va pas terminer, sa fin c'est d'être au foyer. Donc, il y a aussi ce défi-là de montrer qu'on peut commencer et on peut faire grandir une société. Voilà, c'est un peu ces défis-là auxquels nous faisons face. Et justement, comment tu les surmontes? Alors, moi, je me concentre sur mon travail. Parce que c'est seulement par le travail qu'on peut mieux juger ta capacité, si tu peux le faire ou pas. Donc, moi, je me concentre sur le travail, je me concentre sur mon projet. J'essaie de valoriser mon projet. Et je pense que le public en juge par eux-mêmes que les femmes peuvent faire de grandes choses. Et la partie du financement et tout, aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités, des institutions qui lancent des projets de financement, des pitch son projet, comme en 2021 avec Louis Dreyfus. J'ai participé à un concours de pitch où j'ai pitché sur le projet d'Histoire Cajou et j'ai été financée. Ça m'a permis de déjà m'installer, avoir des équipements, certains équipements. Et je ne me suis pas arrêtée là, j'ai aussi continué avec la CGCI, le patronat ivoirien, avec le Business Plan Competition, où j'ai été primée, j'ai eu le prix de l'entrepreneuriat féminin. Et là aussi, ils m'ont financé et ça m'a permis d'avoir les équipements basiques pour vraiment lancer la production et vraiment faire la promotion de ce projet-là. Donc, du côté financier, c'est un peu comme ça que j'ai surmonté ce défi-là. Et pour l'accès au marché, comme je l'ai dit, j'ai commencé par me former au niveau de la coopérative. Je ne me suis pas arrêtée là, je me suis formée aussi dans d'autres institutions de formation. Je suis allée jusqu'à l'usine du CITA, spécialisée dans la noix de cajou, sa transformation. Et j'ai appris beaucoup. Ça m'a permis de connaître aussi le marché et de savoir comment faire face au marché, à la concurrence et tout. En tout cas, bravo, parce que tu en parles avec beaucoup de détermination et on voit que ces obstacles pour toi sont véritablement faits pour être surmontés. Peut-être qu'on va maintenant parler de ce que tu fais, de ta gamme. Là, on a devant nous 3 spécialités que tu as. Pourrais-tu nous parler un peu de la gamme de produits que tu as? Alors, d'Histoire Cajou, c'est une marque de produits dérivés de la noix de cajou. Notre gamme n'est pas encore exhaustive, on continue de faire des recherches et développements, mais nous sommes déjà à 15 saveurs, 15 produits dérivés. Donc on a les snacks, qui sont les amandes de cajou torréfiées. Il y a plusieurs saveurs salées, non salées, au gingembre, au chocolat, au café, au lait, caramélisé, même les épicés, au piment, au poivre. Et on a, dans notre recherche, pu sortir aussi le beurre de cajou, la pâte de cajou qu'on utilise pour faire la sauce, comme la sauce arachide, mais en plus vitaminé, en plus nutritif. Et aujourd'hui, on est en train de développer d'autres snacks comme les biscuits de cajou, les craquis de cajou, la farine de cajou et l'huile de cajou. Pourquoi surtout la farine et l'huile? Parce que certains n'arrivent pas à consommer assez la noix de cajou à cause des restrictions en termes de cholestérol.
Donc on s'est dit pourquoi ne pas extraire un maximum d'huile de l'amande et obtenir une farine qui pourrait permettre à ces personnes qui veulent forcément intégrer ce produit dans leurs habitudes alimentaires de pouvoir faire des pâtisseries avec. Donc on travaille encore sur le projet, il n'est pas encore vraiment sorti, mais il fait partie des produits de la marque d'Histoire Cajou. Donc là vous pouvez voir quelques saveurs, mais on en a plusieurs. Très intéressant, on a eu l'opportunité d'en goûter tout à l'heure, très délicieux. Et comme le slogan le dit, tu croques, tu craques. Quand tu goûtes, tu ne peux que craquer. Comment ce slogan est-il venu ? D'abord, quand on a commencé la gamme, on a fait un test. On a fait la torréfaction, on a choisi des personnes pour faire le test gustatif. Et quand ils ont fini le test, ils en ont acheté. Donc on a dit, ah mais vous avez craqué. Et puis dit, oui, c'est très croustillant. C'est bien. Donc tu as croqué, tu as craqué. On en a ri, mais c'est devenu le slogan. Donc tu croques, tu craques à chaque fois. Et c'est resté le slogan là, intégré sur nos étiquettes. Et ça marche, puisque j'en ai mangé un et je demande l'autre tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Tu as parlé des défis et tu as parlé ce que tu fais et on se rend compte que du côté transformation, tu as, on va dire, quelques nuances et différences entre ce que tu traverses comme défi et ce qu'on peut traverser comme défi dans d'autres aspects de l'entrepreneuriat. Comment tu vois aujourd'hui les personnes qui veulent entreprendre mais qui se disent « Oula, il y a peut-être trop de défis, c'est pas pour moi ». Comment tu vois ça ? Déjà, je me dis qu'il y a rien d'impossible. C'est-à-dire le terrain est là, la clientèle est là. Si tu as une idée, il suffit de l'implémenter, d'avoir foi en ton idée, de lancer, au moins d'essayer, d'oser et d'en juger plus tard avec le résultat. Les défis, ça ne va jamais s'arrêter. Même nos vies personnelles ont toujours des défis, mais pas pour autant qu'on arrête de vivre. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu as une idée, tu implémentes ton idée. Tu as vu un besoin, tu envoies ton offre pour ce besoin-là. Et il y aura forcément des clients. Maintenant, en fonction des objectifs, avec la détermination, il suffira de surpasser ces obstacles-là. Intéressant, tu dis quelque chose de très fort. Même vivre, il y a des défis. Oui. Ça, c'est philosophique. Ouais, c'est ça. Avec l'expérience, ouais. Anne-Mireille, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous jusque-là. Tu nous disais tantôt que tu mets un point d'honneur à tout ce qui est sujet de la traçabilité et l'impact social et environnemental. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, je vais toujours dans l'historique de la transformation, surtout au niveau de la coopérative avec laquelle nous travaillons, qui est notre fournisseur principal, la Coprodigo. C'est une coopérative de près de 300 paysans propriétaires terriens et de 150 femmes et jeunes dans la ligne de transformation. Donc, une fois sur les lieux, tu t'identifies directement, tu te dis, si cette transformation nourrit ce nombre de personnes, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, en fait. Il faut que moi aussi j'ai un impact pour que mon passage sur cette terre ne soit pas seulement la recherche de l'intérêt personnel, mais que je puisse aussi impacter positivement en apportant cette valeur ajoutée là. Il y a des ristournes qui sont reversées à ces femmes. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui n'arrivaient même pas à joindre les deux bouts quand le mari n'est plus là. Vu qu'elles ne sont pas propriétaires terriens, elles n'ont généralement pas d'héritage et elles vont souffrir. Comment on fait pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école et tout. Mais aujourd'hui, elles ont un travail, elles ont un salaire, elles arrivent à prendre soin de leur famille. Donc tout ça, ça met du baume au cœur, ça permet de s'accrocher à son rêve parce que c'est pas seulement mon rêve, mais j'impacte d'autres personnes. Donc je pense que c'est surtout ça la motivation, non seulement de ma mère, mais qui m'a un peu contaminée avec sa vision de voir notre monde rural évoluer. C'est vraiment une contagion qu'on voulait voir grandir. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour des différents sujets. Est-ce que tu as une question pour moi ? Déjà, avant même j'ai deux questions. C'est-à-dire la première, c'est déjà pourquoi l'initiative de nous inviter, parce que on voit déjà sur la toile beaucoup de coachs, beaucoup de projets d'accompagnement, d'entrepreneurs qui sont créateurs de contenu. Mais aujourd'hui, on se retrouve à AgriStories à me dire un peu quelles ont été les motivations premières de cette émission.
ça serait bien. Merci beaucoup. Première motivation, ton histoire est inspirante et on pense que les personnes ont besoin de l'entendre et ça, c'est déjà quelque chose de majeur. Et l'autre élément, c'est que nous sommes convaincus que, comme tu le dis fort justement, il y a de nombreuses opportunités d'emploi pour les jeunes au niveau de l'agriculture. Le secteur agricole, mais vraiment secteur avec un grand A, donc depuis la production jusqu'à la distribution, sans oublier la transformation. Et on pense que souvent, devant les défis que les personnes peuvent rencontrer, on peut avoir peur de se lancer. Et donc il est important qu'on puisse entendre l'histoire des entrepreneurs qui sont en train vraiment d'affronter ces défis au jour le jour pour pouvoir y aller. Et ce qu'on voit aussi, souvent, peut-être différemment, c'est qu'on ne montre que le côté positif, on dit uniquement « bien voilà, on a réussi ». Alors que l'on sait tous que pour ce succès-là, il y a eu énormément de phases par lesquelles on est passé, et c'est important de donner toute cette facette-là aux jeunes. Et la raison majeure, en fait, qui fait qu'on insiste sur tous ces aspects-là, c'est parce que nous, en tant que Fondation Mastercard, qui est une fondation qui a été créée en 2006 par Mastercard, mais dont nous sommes indépendants. Depuis, sur plusieurs aspects, sur tous les aspects. Nous avons même notre conseil d'administration et nos programmes sont définis de façon indépendante. Nous avons pour mission de contribuer à un monde plus prospère où les personnes pourront avoir accès à de l'éducation et pour nous, la création d'emplois est un élément majeur qui permet de mesurer que nous sommes en train de réduire la pauvreté. Et quand on regarde notre zone de l'UMOA, la création d'emplois va passer en grande partie par le secteur de l'agriculture. Et pour nous, il était important que l'histoire d'Anne-Mireille puisse être entendue et que cela puisse résonner et faire sens à toutes les personnes qui sont en train de se poser des questions. Ah, vous êtes tout aussi inspirant que moi. Parce que travailler dans ce secteur, c'est pas évident, c'est pas facile. Croire en nous, qui essayons de mettre en œuvre nos idées, nos projets, on se dit que chacun s'occupe de ses affaires. Mais après, voir des personnes qui s'intéressent à nous, qui nous boostent, ça nous booste vraiment à aller de l'avant, à vraiment arriver à un sommet où on pourra raconter une longue histoire pour dire que oui, en 2024, on a eu la visite de la Fondation Mastercard. Aujourd'hui, nous sommes ici et on pourra encore se retrouver en parler. Et la dernière question, c'est pour moi, je te pose la question directement. J'ai une vision, c'est vrai, j'ai une entreprise, je transforme, j'ai une vision, je sais où je vais. Il serait bien de me dire, par exemple, où aimerais-tu me voir, peut-être dans 5 ans? On a l'habitude de nous poser tout le temps la question, où te vois-tu dans 5 ans? Je me vois une grosse société, j'ai expédié à l'international. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de nous booster dans la société, de booster la jeunesse comme nous, où est-ce que tu nous vois? Ça nous permet aussi nous-mêmes de nous challenger, pour dire que voilà ceux qui ont cru en nous, voilà où ils nous voient. Moi, je vais surpasser cela. Alors, en fait, c'est à moi de te poser cette question. Mais pour être honnête, nous croyons fermement que par la transformation, on va ajouter de la valeur, on va créer de la valeur et donc on va pouvoir créer des emplois ici. Donc tous mes vœux vraiment pour Dissuacajou, c'est que d'ici 5 ans, ce soit une entreprise très très systémique. Et quand je dis une entreprise systémique, ça veut dire une entreprise très grande qui ne peut pas se permettre de tousser parce que si elle tousse, on va avoir une incidence dans l'économie. Et je crois que pour ce que j'ai pu voir en 2 ans, avec la visite qu'on a faite un peu dans tes locaux, en 2 ans, un chemin a été fait et je suis convaincu que si tu continues véritablement sur cette lancée-là, comme on le dit, le ciel ne sera même pas le début. D'accord, merci. Merci surtout à toi. Pourrais-tu nous donner, s'il te plaît, avant qu'on ne conclue, un dernier mot? D'accord. J'ai une vision, j'ai un rêve et je mets tout en œuvre pour pouvoir l'accomplir. Et je pense que ça devrait être le socle de la jeunesse d'aujourd'hui. Le pays tout entier compte sur la jeunesse. Et moi, je voudrais encourager juste la jeunesse à se prendre au sérieux, à entreprendre, à faire tout ce qu'ils font bien pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Donc, c'était Anne-Mireille Tolou de la société Dissuacajou, tu croques, tu craques. Merci beaucoup Anne-Mireille, très inspirant. Donc nous venons de recevoir Anne-Mireille Tolou qui, comme vous l'avez compris, est une fondatrice très inspirante, agripreneur. Nous espérons que son histoire vous aura aussi donné des éléments pour pouvoir vous lancer dans ce secteur-là et nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve donc la prochaine fois pour un autre épisode d'AgriStories. Merci. Un podcast à l'initiative de la Fondation Mastercard.